Oui, je disais donc que je suis vraiment heureux de terminer la journée avec vous, en particulier parce que là, je ne vais pas avoir à parler beaucoup, je vais donner la parole à nos panélistes. Si j'ai bien compris, parce qu'on m'a laissé un peu carte blanche, mais l'objectif de ce panel, c'est un peu de boucler la boucle. C'est de boucler la boucle sur la journée de conférence à laquelle vous avez participé, mais aussi, je me disais que ça peut être intéressant de boucler la boucle parce que cette conférence de la GMQ, elle est inscrite dans une autre conférence un peu plus large qui s'intéresse à l'observation de la Terre en général, pas à l'observation du milieu urbain ou municipal. Mais donc je crois que c'est intéressant de faire les liens entre ce qui a pu se passer en dehors de ces murs-là et puis de boucler sur la journée d'aujourd'hui. Et grosso modo, la question centrale de ce panel, ça va être où en sont et vers où se dirigent les méthodes et technologies d'observation de la Terre dans le domaine municipal. On a déjà eu des réponses à travers les présentations aujourd'hui, mais ça va être intéressant de voir comment nos spécialistes là abordent la question. Alors rapidement, pour ne pas perdre de temps, je vais présenter les panélistes, en commençant par Maude Pelletier. Donc Maude Pelletier, elle détient une maîtrise en géographie physique de l'Université Laval à Québec. Donc elle a bon goût, elle a choisi une bonne université, d'autant que c'est dans la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Et son expertise académique et professionnelle est principalement axée sur la géomorphologie et la géomatique. Et à ce jour, elle est présidente d'une entreprise d'acquisition, de traitement et d'interprétation de données aériennes acquises par drone pour des projets qui nécessitent un suivi temporel rapproché pour une prise de décision éclairée. Ensuite, à sa droite, Yves Baudouin, que pas la peine de le présenter, tout le monde le connaît, Yves Baudouin, qui est professeur titulaire en cartographie au département de géographie de l'UQAM. Il a bon goût aussi, hein, l'UQAM est une bonne université. Depuis une trentaine d'années, spécialisé sur les îlots de chaleur, et il a participé à l'implantation en particulier de plusieurs projets de systèmes d'information géographique en Afrique de l'Ouest et a élaboré un indice de développement cartographique à l'échelle internationale présenté aux Nations Unies. Ensuite, Martin, à la gauche de Maude, Martin Couture, qui possède une maîtrise en géographie de l'Université de Québec à Montréal et est certifié sur les produits ESRI, ainsi qu'en tant que formateur technique CompTIA, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il pourra nous l'expliquer. Il est consultant formateur chez ESRI Canada et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour le département de géographie. Et il possède plus de 19 années d'expérience dans le domaine de la géomatique. C'est à titre de spécialiste de solutions technologiques qu'il est à l'emploi de ESRI Canada. Et pour finir, Mathieu Benoît, qui travaille pour Efigis depuis 1993. Après avoir été responsable technique, gestionnaire de projet, directeur des applications, il est maintenant directeur principal du département d'observation de la Terre, et ce depuis 2004. Il est passionné de géomatique. Bon, ça ne le distingue pas beaucoup de nous tous, je pense, mais c'est intéressant de le dire. Il est particulièrement actif dans la télédétection appliquée à la gestion du territoire, l'inventaire des ressources naturelles et la cartographie topographique. Il détient un baccalauréat en géomatique de l'Université Laval et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Non, c'est bien aussi. Bon, ceci étant, donc vous voyez qu'on a la chance d'avoir un panel à la fois varié et expert d'un certain nombre de domaines qui sont utiles pour comprendre les questions qu'on va se poser avec vous. Puis la GMQ m'avait proposé 250 questions à peu près, enfin 5, mais 5 grosses questions, puis 5 minutes, 50 minutes, 4 panélistes, 5 questions, c'était pas possible, donc j'ai essayé de réduire ça à 2. La première question, je vais commencer par Maude, et puis ensuite Mathieu, Martin et Yves. La première question, qui est un peu longue, mais dans le contexte des villes intelligentes, comment est-ce que vous envisagez la complémentarité, alors sur le plan des moyens, des orientations politiques, sur celui des usages, la complémentarité entre les technologies et les méthodes d'observation de la Terre, donc depuis une position surplombante, et les infrastructures de capteurs d'objets connectés qui, elles, sont sur le sol. Donc comment envisager cette complémentarité aujourd'hui entre ces deux modes d'observation qui s'inscrivent dans des méthodes, des techniques qui sont quand même très différentes? Bon, ben, tout d'abord, je vais commencer par décortiquer un peu la question. Les villes intelligentes, hein, qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, c'est
C'est vraiment une ville qui va utiliser les informations, les technologies d'information, de communication, qui va servir à vraiment apporter une bonne gestion vers le développement durable, une gestion intelligente, saine, des différentes infrastructures, donc transport, énergie, les gestions de déchets, les bâtiments également. Donc, c'est vraiment qui va optimiser, finalement, automatiser, qui va avoir des réponses, qui va amener des réponses de gestion et qui va permettre d'automatiser et d'améliorer les prises de décision. Pour faire ça, il faut vraiment un système qui permet de récolter énormément de données qui proviennent des outils d'observation de la Terre, les données satellitaires, les données par avion, les données d'hélicoptères, toutes les données spatiales qui permettent de nous positionner dans l'espace. Donc, c'est énormément de données qui doivent être intégrées dans un système qui va pouvoir, par la suite, être utilisé par les citadins, mais également par les entreprises, et être utilisé pour, finalement, contrer les risques, gestion de risques ou, encore une fois, gestion de déchets, bâtiments, tout ça pour un développement durable. Mais ça prend un système qui relie toutes ces informations-là également. Et aussi aux technologies, comme on mentionne dans la question, les technologies également de la Terre, donc les scans laser terrestres, c'est toutes des technologies qui amènent des données, autant spatiales, mais sur la Terre, les lidars. Donc, il faut emmener ça dans un système qu'on va pouvoir utiliser, mettre en comparaison, analyser, prendre des meilleures décisions. Donc, on a tous aussi un système, juste on regarde Google ou nos iPhones, on a déjà de quoi qui permet de rapidement avoir de l'accès à l'information. Météo Média, on a Google Earth, Google Maps. On peut rapidement se situer dans l'espace et avoir de l'information sur notre milieu. Mais imaginez un système qui vraiment va prendre tout ça dans un seul milieu, puis pourrait même intégrer la dimension temporelle, parce qu'on a des données climatologiques, des données océanographiques, météorologiques. Donc, tout ça pourrait vraiment aider aux prises de décision. Bien entendu, il y a toute la complexité aussi de quelles données prendre, qui a le droit de... C'est quoi l'accès à ces données-là? Il y a aussi un filtrage à faire. Les municipalités n'ont pas besoin nécessairement de les mêmes données. Si on prend une municipalité qui a des problèmes d'inondation, vont avoir besoin de plus de données sur les débits de rivières. Donc, ça, on prend un peu Google Earth, puis qu'on zoome, puis qu'on raffine. On a des données de plus en plus vers une municipalité. Et là, à cet endroit-là, on va avoir des données plus sur les rivières. À un autre endroit, on va zoomer, puis là, on va avoir des données un peu plus sur le type de sol, parce qu'à cet endroit-là, il y a plus de sécheresse. Donc, il faut vraiment cibler. C'est quoi notre besoin au sein des municipalités? C'est quoi notre besoin pour améliorer, avoir une meilleure gestion des risques, puis vraiment apporter des données qui vont permettre de bien prendre les décisions. Donc, il y a vraiment une structure, un encadrement qu'il faut améliorer, mais on a déjà quand même des outils. C'est juste de raffiner ces outils-là, d'aller un peu plus loin. Donc, d'amener plus de données, qui va permettre de pousser l'analyse un peu plus loin. Merci beaucoup. Dans les temps. Donc, même question à Mathieu. Oui, merci. Bon, c'était pas une question facile en passant, c'est assez complexe. Donc, effectivement, on a comme deux systèmes qui regardent une même situation, mais sur des angles différents. Donc, on a des données d'observation de la Terre qui, elles, vont être utilisées généralement pour regarder la situation à un moment présent, de nous permettre de mitiguer des risques, d'améliorer des situations. Par la suite, on peut utiliser les mêmes données pour faire le suivi d'un phénomène qui existe ou constater une situation par après, donc s'il y a des dégâts, par exemple après une inondation, après un feu. Donc, ces éléments-là, ces technologie d'observation de la Terre, là, va permettre de faire à peu près ces trois choses-là. Lorsqu'on parle des technologies, des éléments qui sont connectés, eux vont vérifier certains éléments très pointus, très particulièrement, et constamment et en temps réel. C'est une information qui va toujours nous venir d'un même phénomène et de façon constante.
Pour pouvoir faire parler ces deux éléments-là et qu'elles soient complémentaires, évidemment, ça prend une intégration, ça prend des intégrateurs, ça prend un intérêt. Donc, ça prend une politique du côté des municipalités de vouloir mettre en place ce genre de processus-là qui va, comme le disait Maud, de mettre en place le processus qui va relier ces deux genres de technologies-là. Donc, ça veut dire bon, d'avoir une volonté du côté de la municipalité, de mettre en place des budgets qui vont permettre de déterminer ce processus-là à l'avance, parce que quand le phénomène se passe, ben c'est pas vrai qu'on va se tourner rapidement, comme par exemple des situations d'urgence, pour être capable de répondre et de faire le lien entre ces éléments-là. Donc, tout ça doit être fait à prime abord pour pouvoir utiliser les deux technologies. Dans les usages, on peut penser, par exemple, bon, j'ai un copain qui travaille du côté des assurances, mais on peut penser qu'eux autres ont des systèmes à bord de véhicules pour pouvoir suivre l'utilisation d'un véhicule en temps réel. Ces données-là leur permettent de localiser leur assuré là où ils sont dans une ville ou dans un secteur. Parallèlement à ça, ils vont faire le suivi météo pour pouvoir prédire des phénomènes d'importance qui pourraient avoir un impact sur, par exemple, une pluie de grêle qui pourrait arriver, une tornade qui pourrait se former. Donc, cette information-là qui leur parvient de la météo, reçoivent l'information dans leur système pour avertir qu'à tel endroit dans la ville, il peut y avoir un phénomène de grêle qui va se produire. L'information est reliée à travers leur système, leur petit capteur pour les automobiles pour dire, bien, ces véhicules-là sont en danger ou il peut y avoir un risque de bris sur ces autos-là. Donc, le système mis en place va envoyer aux utilisateurs de ces autos-là un avertissement disant, si vous avez l'occasion de déplacer votre véhicule et d'aller le protéger, on va payer, par exemple, le stationnement intérieur. Donc, c'est ce genre d'application-là, parce que pour eux, ben, il y a un intérêt de limiter l'impact d'un phénomène météo. Mais ce même processus-là peut être répété dans les villes pour différents besoins. Merci bien. C'est un exemple illustrant, en tout cas, je trouve, oui. Martin? Dans mon cas, j'ai essayé j'ai la question que vous avez soulevée ce matin, c'est quoi la ville intelligente, c'est quoi la définition de cette ville-là? Donc, je suis parti de cette partie-là, j'essaie de faire le plus éclectique possible pour essayer de voir ce que ça en est. Puis déjà, juste de définir la ville intelligente, déjà, il y avait une bonne base à faire. Donc, on peut dire ici, il y a quelques années, il y avait Brasilia pas aux États-Unis, mais au Brésil, qui permettait d'avoir la ville intelligente. Est-ce qu'on est rendu à une sorte de deuxième partie de ville intelligente aujourd'hui qui devra solutionner nos problèmes qu'on avait déjà auparavant? Donc, Brasilia, c'était pour le défi de la voiture puis du mouvement à l'intérieur de la ville. On est rendu aujourd'hui avec d'autres problématiques qui se ressemblent aussi à certains endroits. Et d'arriver à cette partie-là, c'est d'arriver avec ça serait peut-être une ville intelligente qui aurait besoin de voir comme Brasilia, de faire une renouveauté pour pouvoir régler les problèmes d'aujourd'hui. Donc, la ville intelligente, oui, il y a des notions des capteurs, des notions des satellites pour l'observation de la Terre, des choses comme ça, mais je pense aussi que le base, ça devrait être aussi côté humain. Donc, il y a 50% des gens qui vivent dans les villes aujourd'hui. Il va en avoir sûrement de plus en plus. Et alors, on est à l'heure aussi où les connectivités qu'on a à l'intérieur des personnes donc sont de plus en plus faciles. On pourrait travailler à 5 km de la ville. Et pourquoi qu'on le fait pas? C'est parce que la ville correspond à un besoin aussi humain. Et je me suis parti de ce côté-là pour essayer de voir est-ce que, bon, il y a le capteur, ça c'est sûr, on va les voir arriver de plus en plus. Les côtés satellites aussi qui sont beaucoup plus accessibles, cette partie-là, mais il faudra le mettre aussi au sein de notre société. Donc, l'humain, c'est je pense c'est le sujet central de la ville, donc de cette ville intelligente-là. Et ça devra passer donc par déjà une première partie, peut-être l'inclusion sociale, parce que oui, on a des téléphones qui permettent de prendre des données à gauche ou à droite, des capteurs qui sont là, mais s'il n'y a
peu de gens ou s'il y a juste une certaine petite couche de la société qui peut prendre certaines données, bien évidemment, ces capteurs-là, on est biaisé aussi avec la collecte de données qu'on a là. Peut-être l'inclusion sociale serait peut-être une chose qui serait intéressante. Parce que j'ai essayé de faire du brainstorming, vous allez voir que je suis peut-être un peu atypique dans ces côtés-là, mais puis aussi, bien évidemment, pour répondre à nos besoins, peut-être on a déjà commencé à réinventer aussi la société pour positionner nos capteurs, donc de revoir nos routes, de revoir nos connectivités, juste de passer déjà là à la fibre, tu sais, toutes les connexions qu'on peut avoir, toutes les GAFA, donc tout ce que Google, Facebook nous apporte aussi aujourd'hui. Donc, on n'a pas le choix d'intégrer ça à l'intérieur de ces éléments-là. Et l'autre partie aussi que je me suis aperçu, c'est qu'on voit on prenait beaucoup de données locales. Au départ, on a passé aux satellites d'observation de la Terre, très, très global, et j'ai l'impression que les capteurs maintenant sont beaucoup plus accessibles. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas changer notre orientation pour l'observation de la Terre, mais plus micro? Donc, avec les capteurs, les drones qu'on peut avoir, puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont accès à cette technologie-là. Il va y avoir beaucoup de données, donc c'est comment à mettre en place tous ces éléments-là et qui va le faire aussi, quel genre de mise en place qu'on va faire, qui va orienter ça? Est-ce que ça va être l'action citoyenne? Est-ce que ça va être les gouvernements? Je trouve que on parle beaucoup de ville intelligente en termes de problèmes qu'on a. Le plus gros problème, je pense, qu'on a présentement, c'est le transport, en tout cas pour les grandes villes, aussi pour les pollutions dans d'autres villes comme Paris et en Chine aussi. Mais ces éléments-là, donc, c'est de voir comment on peut traiter toutes ces notions-là, puis peut-être au niveau aussi local avec les nouvelles technologies qu'on a. L'autre élément aussi, c'est pour les données, donc avoir une donnée qui est peut-être plus lisse aussi, qui va pouvoir être transférée d'un système à l'autre aussi. Donc, permettre l'échange de ces données-là, c'est bien d'avoir plusieurs données, mais sans avoir le côté transférabilité, si on veut, donc ça pourrait être assez difficile aussi. Et la dernière chose que j'ai pensé, l'autre côté, c'est l'aspect psychologique. Donc, on arrive à un point peut-être charnière aussi dans les villes que peut-être que les capteurs qu'on a, puis les données satellites ou les données d'observation de la Terre qu'on peut avoir maintenant pourraient servir aussi, parce qu'il y a une transition que la ville devra faire de ce qu'on est, donc d'une ville de l'après-guerre qui a évolué évidemment, mais qu'on tombe dans une partie qui est très, très numérique. Et on parle beaucoup de voitures autonomes. Moi, pour ma part, je suis très content qu'on en arrive à des voitures autonomes, mais c'est sûr que la première journée que je vais embarquer dans une voiture autonome, ça se peut que je sois pas relax. Ça se peut que je regarde à l'avant, que je lise pas un bon livre. Donc, cette partie-là aussi, c'est les nouveaux capteurs de technologies qu'on a présentement avec la réalité virtuelle pour pouvoir permettre aux gens qui sont pas habitués, qui sont loin de cette technologie-là ou qui sont un peu plus craintifs de pouvoir essayer cette voiture autonome-là par des capteurs, par de la réalité virtuelle. Et ça passe, bon, évidemment, par les senseurs qu'on a aujourd'hui, puis par les images satellites, drones, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir permettre aux gens aussi de pouvoir passer de cette technologie-là à ce où est-ce qu'on veut aller. Donc, d'en faire une ville meilleure, mais une ville au moins avec des contacts, non une ville dénudée de son sens humain. Merci Martin. Moi, la première fois que je vais rentrer dans un véhicule autonome, je suis sûr que je vais chercher les pédales en tout cas. Parce que déjà, quand je conduis pas, puis qu'il faut freiner, je freine. Donc là, j'imagine que... Yves, même question? Oui, même question, mais je vais la prendre d'une autre façon. Oui, c'est normal ça. C'est peut-être mon côté paranoïaque, mais le technologie, ville intelligente, il y a un côté sympathique là, en termes de service aux citoyens, en termes écologiques et autres, mais en termes de contrôle social, c'est surprenant quand on se met de l'autre côté, mais je ne suis pas dans le milieu policier ni dans le milieu militaire, mais j'étais tombé une fois sur un document fabriqué, un livre fait en Australie sur l'utilisation des SIG dans le milieu militaire. J'ai constaté que c'était une vision complètement différente de celle qu'on utilise dans le milieu municipal standard. Les capacités des sols, nous autres en géographie, on va être intéressés pour production agricole, pour ruissellement, etc. Là, c'est capacités portantes. Donc, il y a comme la même donnée, la même information
capteurs, pour des causes bien nobles en tant que telles, peuvent avoir des usages bien différents. Je me suis intéressé il y a quelque temps à la pollution sonore. Je vais aller voir, on avait monté des projets avec des étudiants. Les étudiants avaient faire un 500 mètres, prendre avec un sonomètre puis un GPS, des relevés, pas des thermiques, des relevés sonores, puis créer une carte du climat sonore de leur quartier. Ça semblait sympathique, puis tranquillement, j'ai constaté qu'il existe des canons sonores que les policiers utilisent qui peuvent être dirigés. Il existe aussi des canons thermiques qui peuvent te faire griller, mais à une distance assez importante. On est dans de la technologie. Non, mais c'est juste la ville intelligente, il y a un côté sympathique, puis réponse aux citoyens, mais il y a un côté aussi contrôle social, moi, qui me dérange un petit peu. Il y avait eu des tests automobiles qui avaient été faits en Angleterre où l'automobile était devenu intelligent, ça fonctionnait avec des satellites et on était capable de voir la distance à laquelle tu allais et s'il y avait une distance qui était dépassée, ton automobile pouvait se le faire dire ou tranquillement on commençait à penser à des contraventions automatiques. On peut s'imaginer, imaginez-vous votre auto super intelligente avec des capteurs, avec des satellites ou des cossins ou des antennes. Tu roules, puis t'arrêtes, t'attends après ta conjointe 5 minutes dans une autre de non-arrêt. Mais là, ça fait 15 minutes que t'attends. Paf, tu reçois une contravention automatiquement. Donc, moi, la ville intelligente est quelque chose qui me dérange, mais sous cet aspect-là. Puis, pour ceux qui sont plus vieux, vous vous souvenez du système BIP? BIP, c'était le système, un des premiers SIG qui était parti dans les années 80. C'est la ville de Granby qui avait parti ça. Mais la fonction initiale du SIG développé, c'était au niveau fiscal pour les éléments de taxation. Bon, le SIG, il y a un côté intéressant, mais si on le regarde d'une autre façon, c'est un bon outil de taxation. Les ordinateurs, quand ils sont sortis, ça permet de faire des choses, des calculs plus rapides, etc. Mais ça permet au ministère du Revenu de quand même avoir une bonne capacité de gestion de nos portefeuilles mutuels, de faire des relations avec d'autres ministères. Si vous avez 3 autos puis 2 bateaux, donc, ville intelligente, oui, mais c'est pas la technologie, moi, qui me fait peur. Puis je pense que on peut s'imaginer toutes sortes de scénarios assez intéressants au niveau technologique, mais au niveau humain, il faudrait peut-être commencer à baliser aussi la ville intelligente pour éviter de se ramasser dans des situations grotesques, là. On peut penser aussi aux manifestations. Bon, à l'UQAM, on a une certaine habitude aux manifestations étudiantes. Expertise. Donc, manifestation, on se souvient tous Carré Rouge il y a quelques années ici. Bien, on peut s'imaginer des satellites stationnaires qui peuvent faire un suivi des foules mieux que les polices juchées sur les bâtiments. Donc peut-être intégrer... Puis avec des canons thermiques... Pardon? Puis avec des canons thermiques, griller la foule depuis les satellites. C'est même pas en plus des choses dans le futur, c'est actuel. Donc, moi, j'aimerais bien que lorsqu'on discute de ces éléments-là de ville intelligente, que simultanément, ces préoccupations sociales-là soient aussi un élément qui devrait être intégré dans les discussions. Je ne vais pas te contredire, je suis d'accord avec toi. Juste, tu sais, l'exemple que tu citais, là, peut-être que vous avez plus d'informations, mais j'avais vu qu'il y a certaines compagnies de location aux États-Unis. Tu sais, quand tu loues dans un État, par exemple, où tu es autorisé à aller dans certains États, mais pas nécessairement dans d'autres États, tu sais, où il faudrait payer plus, ou tout simplement le véhicule n'est pas autorisé. Et ils avaient automatisé ça avec la contravention automatique, c'est-à-dire que la voiture était tracée, et donc si tu sortais des États dans lesquels tu étais autorisé, au retour, évidemment le loueur le savait et tu recevais une facture. Ça existe, c'est pas de la science-fiction. Moi je vais juste... pour peut-être faire, pas une synthèse, mais parce qu'il y a une chose, moi, dans cette question-là, en vous écoutant, puis c'est peut-être parce que ça fait trop longtemps que j'enseigne les systèmes d'information géographique, puis que je suis complètement déformé par ça, mais il y a une chose qu'on évoque tout de suite dans les premiers cours de système d'information géographique, c'est la manière dont on structure les données spatiales, puis les 2 grands modèles de structuration, qui sont le vectoriel et le raster, on va dire. Et puis ce qu'on dit, c'est qu'ils sont complémentaires pour beaucoup de choses, mais en particulier parce que le vectoriel fournit ou produit
une représentation discrète de l'espace et des phénomènes, alors que le matriciel produit une représentation continue. Certains phénomènes, la météo par exemple, se comprennent par le biais d'une représentation continue, puis certains autres phénomènes, le cadastre par exemple, vont se prêter davantage à une représentation discrète. Puis moi, ce que je vois dans cette espèce de continuum d'observation auquel aujourd'hui on a accès du satellite jusqu'à l'objet connecté, c'est qu'on va être en capacité de produire des représentations des espaces urbains en particulier, du continu au discret, du discret au continu, en faisant varier les échelles, mais aussi en étant capable, selon le phénomène qu'on va observer, selon l'échelle à laquelle on va observer ce phénomène, de générer la bonne représentation avec le bon niveau de granularité. Donc ça, c'est un élément, moi, qui me semble vraiment important si on sort des débats sociaux, mais juste sur l'aspect plus usage possible et ce que la géomatique, parce que là, on est au cœur du raisonnement spatial, ce que ça peut apporter. Deuxième question, et là je vais changer l'ordre pour vous déstabiliser, et puis je vais commencer par Martin. C'est quoi, selon vous, l'innovation dans le domaine de l'observation de la Terre qui vous semble la plus disruptive, celle qui pourrait changer radicalement la nature des usages en milieu urbain, en particulier, ou municipal, disons, et puis pourquoi? Ben, la première partie, je pense que ça, on l'attend depuis longtemps, mais l'information quantique. Donc, évidemment, les ordinateurs ont beaucoup évolué. Il y a un clash qui va sûrement arriver à quelque part quand on va être capable de faire la suite de ça, là. Donc, cette partie-là de quantique, je pense qu'il va y avoir une première partie qui va pouvoir, déjà pour les programmeurs, de voir comment prendre en charge ces notions d'information-là ou comment apprendre les algorithmes de retravailler tous ces éléments-là. Et de l'autre côté aussi, comment les utilisateurs vont pouvoir travailler pas mal avec, comment ils vont pouvoir s'appatrier cette technologie-là, donc de pouvoir voir comment, c'est quoi que les fenêtres qui vont s'ouvrir et toutes la technologie donc qui va s'ouvrir avec ça, de la rapidité ou de la façon de faire aussi, donc ça risque de changer. Je sais que c'est peut-être pas prévu pour demain matin, mais quand même, ça risque de faire un premier clash, mais même avant ça, je pense que avant d'en arriver là, la technologie, ce qui est déjà fait, puis on en avait déjà parlé un petit peu auparavant, donc c'est une notion de tous les capteurs, sont beaucoup plus accessibles pour très peu cher. Il y a beaucoup d'éléments de do it yourself, donc de faire par soi-même sur YouTube. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà faits. Et pour quelques dollars, on peut avoir plusieurs capteurs, fournir beaucoup de données. Donc, je pense que cette partie-là qui vient d'arriver, ça commence à déjà pas mal à arriver. Tu connais les Arduino, les Raspberry Pi, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Il y a même, jusqu'à récemment, des premières... des premiers sites web que j'ai pu voir, là, que c'est faire votre propre satellite, donc puis de lancer votre satellite. Tout ça, vous pouvez le faire, demander pour 20 ou 40 000 $ de le faire lancer par la NASA ou un autre lanceur disponible, de faire votre satellite qui va durer 3 à 16 semaines, tout dépendant de l'orbite, de la hauteur de l'orbite qu'il va y avoir. De récolter ses propres données aussi par rapport à ça, et aussi les autres satellites qu'on peut envoyer, ballons sondes, et ainsi de suite. Donc, il y a même des gens qui travaillent sur des prototypes de fusées en arrière de leur cours là, pour pouvoir lancer toutes ces affaires-là. Là. Donc, c'est le réseautage informatique là, donc de Facebook, YouTube, et ainsi de suite. Là, je pense que ça va donner. Ben là, si on regarde, c'est quoi, c'est Baïkonour, la semaine passée, qu'il y a un bout de satellite qui est allé tomber sur une maison. Fait que déjà, c'est des compagnies spécialisées qui sont de la misère à recevoir où tombent leurs morceaux. Là. En tout cas, il va peut-être avoir une autre réglementation de NAV Canada, je ne sais pas trop quoi, là, pour pouvoir gérer non seulement les drones, mais les fusées aussi. On ne sait pas. Donc, c'est toute cette ouverture techno-là, là, je pense que on est déjà pas mal dedans, ça s'en vient de plus en plus, l'accessibilité à tout, puis après ça, bien évidemment, je pense que dans le long terme, c'est le quantique, là, c'est plus la force des ordinateurs comme on l'avait présentement, mais là, c'est l'accès aux capteurs et à la programmation de petits micro-ordinateurs. C'est mon point de vue. Merci bien. Yves? Deux éléments. Le premier rejoint un petit peu celui que Martin vient de mentionner, celui sur les capteurs. Moi, c'est la variété des capteurs qui se développe de plus en plus. Dans le cadre, je vais prendre le cas du thermique. Dans le cas du thermique, on a les petits buttons. Il y a des petits buttons qui captent et température, humidité. On peut jouer dans le temps comme on veut.
je parlais avec François Cavaillas, il existe maintenant des appareils e-button, mais en termes d'évaluation de pollution, pollution de l'air. Tranquillement, on va se diriger aussi vers des e-buttons, j'imagine, pour tout ce qui est pollution sonore. Donc, de plus en plus, on va se diriger vers des capteurs aussi qui vont être capables de capter nos sens ou de remplacer nos sens. On l'a vu à travers les caméras. Les caméras, maintenant, il y en a à peu près partout dans toutes les grandes villes. Londres est assez gâtée à ce niveau-là, mais ça se développe de plus en plus. Donc, on fait appel à l'aspect visuel. Et les autres sens, que ce soit le sonore, l'odorat ou autre, je pense que ça va être des capteurs qui vont se développer de façon importante dans toutes sortes de sphères d'activité qui vont se croiser avec des données autres, aéroportées ou ce que l'on veut, mais il va y avoir des croisements. Donc, c'est la variété des capteurs. L'autre élément, je pense, qui va devoir se développer de façon... Ça s'est développé beaucoup depuis plusieurs années, mais ça va devoir encore, parce qu'on est de plus en plus gourmand, c'est tout ce qui est l'aspect mémoire. On emmagasine beaucoup, on génère beaucoup, on est rendu avec des capteurs aéroportés ou autres qui sont dans le centimètre et en dedans du centimètre. Si on commence à travailler en dedans du centimètre, ça commence à être un volume de données qui impose de revoir notre espace de stockage sous une autre façon parce que l'accès va être trop long, le traitement va être trop long. Donc moi, je m'attends à ce qu'au niveau de la capacité mémoire du domaine public, pas nécessairement des domaines militaires et autres, mais du domaine public, qu'il y ait un développement important parce que la quantité et les besoins vont être faramineux. Merci beaucoup. Maud? Oui, donc c'est sûr que j'ai un petit faible pour les drones comme innovation disruptive. Donc c'est sûr que les drones, ça amène, on parle beaucoup de gestion de risque. Hein? Dans le Congrès, on a entendu énormément parler de gestion de risque pour les villes. Donc comment faire pour avoir une donnée à jour, hein, rapidement, efficacement et plusieurs fois. Donc, disons qu'on a un problème d'inondation qu'on a eu hein, avec les pluies, les montées des crues. Donc, le drone permet d'envoyer un drone rapidement. Donc, je peux avoir un appel et le jour même, je suis partie et je prends une photo qui donne une vision générale de l'ensemble. Juste une photo. Déjà, juste une photo, c'est déjà une information qui est cruciale puis que les villes ont besoin pour la gestion de risque. Donc, bien entendu, le drone permet d'avoir différentes perspectives. On peut avoir des falaises, on peut vraiment avoir des images à l'oblique et non plus juste au nadir, donc vers le bas. Donc, c'est ça qui est vraiment l'avantage du drone, mais aussi tout on parle de capteurs, également l'évolution des capteurs, mais ça aussi, hein, l'évolution des capteurs, ça évolue très, très vite, puis ils peuvent être intégrés à des drones. On parle de température, on parle de vectoriel à matriciel, matriciel à vectoriel. Hein. Si on prend justement des capteurs de température, on met sur des drones, puis qu'on prend la température ponctuelle à différents endroits, on peut après interpoler puis en créer une couche une couche de température c'est sûr que là je pars un peu dans mon imagination, mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites à partir d'un mélange. Je pense qu'on est vraiment, présentement, c'est l'amélioration des capteurs, l'amélioration des drones, l'amélioration du temps réel, de la transmission des données, la télémétrie. Donc, on peut envoyer très rapidement de l'information à l'autre bout de la planète. Ça me fait toujours un peu halluciner quand je travaille de mon ordinateur, de la maison, ou même que je travaille dehors, plugué à mon cellulaire sur Internet, que j'envoie des traitements sur mon ordinateur. Je pourrais même partir un drone de la maison à partir de mon téléphone. Tu sais, c'est hallucinant la vitesse que ça va, tu sais, puis comment que le mélange de l'amélioration des logiciels, l'amélioration des capteurs, l'amélioration de la télémétrie, de la transmission de données, fait que c'est l'ensemble qui fait vraiment que c'est ça la plus grande innovation. C'est comme une conjonction de différentes évolutions, finalement. Merci bien. Mathieu? Oui, merci. Alors, pour moi, bon, comme mes collègues, confrères ont mentionné, c'est sûr que énormément de données vont être acquises constamment, à tous les jours, à tous les minutes, partout, par différents capteurs, que ce soit au niveau observation de la Terre ou par les éléments connectés.
L'amélioration, enfin, l'accessibilité maintenant de stockage dans le cloud et l'accessibilité aussi de capacité de traitement en programmant à travers le cloud des machines virtuelles qui nous permet d'avoir une capacité de traitement qui est phénoménale, qui n'a jamais été accessible et à si peu de frais par le passé, va nous permettre de faire des traitements sur cette quantité d'informations-là d'une façon qu'on n'a jamais imaginée par le passé. Et ce qui va causer, et ça, plusieurs spécialistes s'entendent de ce côté-là, pour le domaine de l'observation de la Terre particulièrement, mais dans beaucoup de domaines, ce qui va causer la rupture, un changement de technologie, c'est l'arrivée de la possibilité d'utilisation de l'intelligence artificielle. Actuellement, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui se développe depuis 50 ans. C'est pas nouveau, cette façon de penser, d'essayer d'imiter le cerveau pour analyser un phénomène, des données ou peu importe. Ça a été pensé depuis 50 ans. Là où il y avait une incapacité, c'était de traiter cette information-là. La capacité, la rapidité de traitement. Bon, les ordinateurs quantiques qui s'en viennent, ou bon, le cloud qui est notre possibilité. Cette technologie-là, et l'accessibilité aussi aux réseaux neuronaux qui ont été développés. Donc, pas des algorithmes, mais c'est des réseaux qui sont, c'est gratuit, c'est possible d'accéder directement sur Internet. Certaines facilités d'aller chercher ces réseaux-là, de les mettre dans le cloud, de prendre une quantité d'informations phénoménale, parce que pour entraîner ces réseaux-là à sortir une information qu'on veut, bien, ça prend une quantité phénoménale d'informations pour l'entraîner et par la suite laisser aller le processus par lui-même et qu'il apprenne de ses erreurs à lui et qu'il sorte à la fin un résultat qui se compare à un spécialiste d'un domaine particulier. Je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation de Jean juste avant le panel. On a un projet actuellement au Vietnam qui utilise l'intelligence artificielle seulement pour identifier la complexité et les niveaux d'obstacles qu'on a sur un toit. Si j'avais mis un opérateur à regarder tous les toits d'Ho Chi Minh pour déterminer quels auraient été les meilleurs toits pour installer les panneaux solaires, ben ça aurait pris plusieurs mois. Avec cette technologie-là, en une semaine, on a été capable d'identifier l'ensemble des édifices qui étaient possibles, les édifices qui avaient la plus grande capacité pour recevoir les panneaux. Ça, c'est un exemple. Puis, quelqu'un qui est pas compétent nécessairement en intelligence artificielle, mais qui faisait de la programmation, de la télédétection, capacité d'aller dans le cloud et de mettre en place le processus, a permis d'avoir ce résultat-là. L'autre exemple qu'on met en place actuellement, c'est du côté de l'agriculture de précision. On regarde dans les vignobles, on essaie de déterminer, le processus est assez complexe, mais on est capable de prédire l'arrivée de certaines maladies dans les vignobles en regardant le taux d'humidité pendant une certaine période, couplé avec la chaleur qui existe sur un secteur donné. Donc, on utilise pour ce faire des images radarsat entre autres, pour améliorer le taux d'humidité pour un vignoble spécifiquement. Lorsqu'on arrive avec une condition particulière pour le vignoble, on dit à cette période-ci, tel type de maladie pourrait se présenter puisqu'on a tel type de condition. À ce moment-là, on envoie un drone qui survole le vignoble à très basse altitude, donc des résolutions centimétriques pour avoir l'imagerie le plus précise possible. Mais la quantité d'images que ça nous donne, quelqu'un peut pas passer, un spécialiste peut pas passer pour analyser chaque image pour dire est-ce que ma feuille ou la portion de feuille semble avoir un impact d'une certaine maladie. On entraîne un système d'intelligence artificielle qui, lui, passe à travers l'ensemble des images d'une façon phénoménale et va sortir des indices sur certaines feuilles du vignoble qui semblent avoir ces indices-là. Et là, il y a un spécialiste qui va regarder et aller constater sur place pour dire « ici, j'ai un problème ». L'arrivée, donc, toutes les technologies qu'on a parlé depuis le début, et couplée avec cette capacité, cette approche-là d'intelligence artificielle,
ça va changer drastiquement l'ensemble de nos vies et dans plusieurs domaines, pas juste en observation de la Terre. Merci bien. J'espère que ça va les changer pour le mieux, oui. Ça me fait penser, juste avant de vous demander si vous avez d'autres points à rajouter, et puis d'ouvrir, parce qu'on va avoir quelques minutes pour échanger avec vous, là, si vous avez des questions ou des remarques. Mais tu sais, le lien entre, vous avez dû le voir, mais il y a eu un article il y a quelques temps de ça, où une équipe de chercheurs a utilisé des drones avec un petit capteur qu'ils avaient développé pour hacker des objets connectés. Parce qu'on sait que la grande majorité des objets connectés contiennent de l'information personnelle, enfin, je veux dire, captent de l'information personnelle, et qu'en plus, ils sont très très peu, protégés. Et c'est d'ailleurs à cause des objets connectés qu'on a eu à l'automne dernier là, cette attaque massive sur les réseaux, avec un certain nombre de réseaux sociaux qui sont tombés, parce que les hackers sont passés par des objets connectés du quotidien. Et donc là, pour montrer la fragilité, à partir d'un drone du commerce, et d'un petit, peut-être bien avec Arduino, j'en sais rien, enfin ils ont développé un petit capteur qui allait lire, en survolant des objets, qui allait lire les informations qui étaient dans les objets. Donc on n'est pas à l'abri que ça se passe pas bien. Non mais ça peut être, il y a peut-être une niche, si jamais ça marche moins bien sur la surveillance. Oui. Il y a un drone qui va lire la position de la lettre, donner son sortie. Est-ce que vous avez, je peux me déplacer si vous avez des remarques ou des questions ou que vous avez un point de vue à partager sur ce qui a été dit jusqu'à présent, oui? Peut-être juste dire votre nom et puis d'où vous parlez. J'ai juste une petite pensée à partager. Je me demande si des fois cette idée de créer une carte digitale exacte de la planète, ou une carte de la même taille du territoire, c'est un paradoxe si vous des fois pensez à ça et si des fois vous avez des questions par rapport un peu à les implications un peu éthiques de faire ça. Et puis il y a cette nouvelle là de Borges, je crois, hein, Le Prince. Il avait reçu la mission de développer une cartographie à l'échelle 1 sur 1 du territoire, et puis finalement ils sont tous morts écrasés sous la cartographie. Mais donc ça règle les questions éthiques. Est-ce que je vous laisse répondre? Je ne sais pas qui veut se... La question, je pense, c'est est-ce que cette volonté de développer une cartographie précise qui couvre complète de toute la surface du territoire, est-ce que c'est quelle question éthique, ou en tout cas est-ce qu'il ne faut pas la poser sous forme d'enjeu éthique, et puis si oui, qu'est-ce que ça éveille? Ouais, je pense pas que ce soit nécessaire de faire la cartographie si précise de tous les territoires, mais je pense que les capteurs répondent à certains besoins très locaux, donc de problèmes très locaux. Donc peut-être que là, cette partie-là, d'avoir beaucoup d'informations qui est dans une zone très fermée, va être intéressante, mais dans une certaine période de temps, pour pouvoir régler un problème qui est principalement à un endroit donné, mais de cartographier un pour un, c'est comme refaire le virtuel, mais avec du réel. C'est comme la réalité augmentée. Je ne sais pas si la réalité peut être plus augmentée que ce qu'elle est là. Des fois, c'est un peu des concepts que je trouve un peu drôles aussi, là, mais je comprends que c'est une amélioration, c'est un ajout, mais de ce concept-là. En même temps, si on veut être provocateur, il y a de l'intelligence artificielle. On pourrait imaginer qu'elle soit hébergée sur une terre artificielle représentée par... sur une autre planète découverte, une exoplanète. Une cartographie artificielle à l'échelle 1 sur 1. Se servir de Mars comme disque dur. Puis... Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que d'abord il y a d'autres réponses ou d'autres... Je trouve ça quand même intéressant, dans le fond. Si on y pense à la réalité virtuelle, tu sais, qu'on met des lunettes, puis dans le fond, finalement, tout notre monde devient complètement réel, puis on pourrait avoir une genre de réalité virtuelle d'un milieu précis et complètement refait dans sa totalité. Et on mettrait les lunettes et on se retrouverait à la même endroit, mais dans un monde virtuel. Je sais pas. Il y a eu des films intéressants là-dessus. Il faudrait que ce soit un secteur. Tu sais, je pense pas que c'est réalisable ou pensable de dire, OK,
du 1 pour la planète, ça serait énorme, mais disons, pour un petit secteur, un lac, je sais pas, une montagne, ça pourrait être intéressant. Ouais. C'est sûr que cette question de la... Tu sais, là, on est là aussi dans des continuums, hein, parce qu'on a longtemps parlé de réalité virtuelle, après de réalité augmentée, et puis maintenant, je ne suis pas un spécialiste de ça du tout, mais si j'écoute certains collègues, moi, à l'université qui travaillent vraiment là-dessus, ils présentent ça sur un continuum, de la réalité virtuelle jusqu'à la réalité matérielle. Il y a des étapes où on augmente la réalité matérielle, donc on met du virtuel dans le réel, mais il y a aussi une forme de réalité virtuelle dans laquelle on va rajouter du réel. Et donc on décide là où on se place. Puis à mon avis, là, il y a des effets très disruptifs, parce que c'est le monde dans lequel on s'apprête à vivre. Hein. C'est un monde dans lequel le numérique et le matériel vont être intimement liés, sont intriqués. Et on y est déjà, mais sauf que c'est sans doute qu'une préfiguration de ce vers quoi on tend. Quelle heure est-il? Moi, j'attends juste qu'on m'arrête. Là, on m'avait dit 16h50, il est 16h50. Est-ce qu'on a un peu de temps encore, ou est-ce que tout le monde est parti? Ah non, le président est là. Donc, non, je voulais dire tout le monde est parti. C'était une expression, là. Tous les dignitaires sont partis, mais tu es là, donc... Pardon? Ben, je crois. Moi, est-ce que quelqu'un a un mot de la fin? Voudrait faire le mot de la fin, ou on arrête là en se disant que finalement... En fait, moi, il me semble que s'il y a un mot de la fin, tout à l'heure, on rigolait parce que je disais que j'ai toujours pensé, contrairement aux gens des TI, que les gens des TI pensent que la géomatique, c'est un cas particulier, c'est un sous-ensemble des TI. Puis moi, j'ai toujours pensé que les TI sont un sous-ensemble de la géomatique, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui ne soit pas... Enfin, les humains sont des animaux spatiaux, et donc il n'y a rien qui n'a pas un ancrage plus ou moins direct dans l'espace. Donc il n'y a aucun intérêt à avoir de la technologie si elle est désincarnée et qu'elle n'est pas liée au territoire. Donc en réalité, les TI sont une petite composante de la géomatique. Et dans le domaine des villes intelligentes, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'améliorer l'intelligence urbaine, l'intelligence de nos villes, sans la géomatique. Donc on a de l'avenir, à la fois pour les maisons de formation et puis pour vous, professionnels. Donc moi, je vois l'avenir rose, et il faut juste qu'on s'organise pour ne pas être le bras armé de ceux qui vont contrôler la population, mais plutôt être des éléments disruptifs pour éviter que cette population-là soit contrôlée, et qu'au contraire, son intelligence, à elle aussi, augmente. Je pense qu'on va arrêter là, c'est ça? Donc le mot de la fin au président. Pourquoi pas? Je remercie. Bien sûr, l'applaudissement. Je remercie infiniment aussi les gens qui sont liés à ce jeu. Je pense que ça a été super intéressant. Je pense que les gens ont été pas mal captivés par ce que vous avez dit. Les questions n'étaient pas faciles, mais je pense qu'ils étaient tout à fait pertinentes. Oui, du sommet. Du sommet aussi. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, ça clôt la journée géomatique pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus. Et on se revoit probablement à Vision Géomatique 2017. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde.